Je m'appelle Léa Duval. Et jusqu'à cette nuit-là, je pensais savoir exactement qui j'étais. La fille aînée d'un homme puissant, une déception discrète en talons de créateur. J'avais 34 ans, restauratrice d'art à Paris, le genre de femme qui sent le vernis et les vieux livres, tandis que le reste de ma famille sentait l'argent et l'héritage. Puis, lors de la somptueuse fête du 70e anniversaire de mon père, tout s'est brisé. Il a levé son verre, a souri aux caméras, puis m'a giflé si fort que la pièce s'est figée. « Tu es une honte pour le nom de la famille, Léa », a-t-il rugi. « Je te rais du testament de 230 millions d'euros. » Les invités ont halté, les téléphones se sont levés, les flashs ont explosé, certains ont ri, certains ont filmé, et moi, humiliée, tremblante, je suis sortie dans la nuit glaciale de Paris, le mascara coulant sur mes joues. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 avocats, et ils ne venaient pas de mon père. Lorsque la main de mon père a frappé ma joue, le son a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu. Les verres en cristal ont tinté, puis le silence. Seul le lambourdonnement du lustre remplissait l'air avant que les murmures ne commencent. Les caméras se sont levées. Les gens souriaient derrière leur coupe de champagne. A-t-il vraiment? Oh mon Dieu! Il l'a giflé. Je pouvais à peine respirer. La pièce a basculé, le sol tournoyant sous mes talons. Mon père, Richard Duval, magnate de l'immobilier, se tenait droit dans son costume italien sur mesure, ses yeux gris plus froids que les piliers de marbre qui nous entouraient. « Tu penses pouvoir me faire honte, Léa ?» a-t-il grogné. Une fille qui répare de vieux meubles au lieu de diriger l'entreprise. Tu n'es qu'un embarras. Papa, s'il te plaît. J'ai suffoqué, sentant chaque regard me transpercer. Ce n'est pas le lieu. C'est exactement le lieu, a-t-il tonné. Peut-être que maintenant tu apprendras enfin ta valeur. Rien. Il a de nouveau levé son verre, souriant comme s'il venait de porter un toast. Autour de lui, les gens ont applaudi maladroitement, incertains s'il s'agissait d'une cruelle plaisanterie familiale ou d'une véritable exécution publique de l'orgueil. Ma belle-mère, Vivien, impeccable dans sa robe émeraude, a posé une main parfaitement manucurée sur son bras. « Richard, ça suffit », a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait, non pas de pitié, mais de peur. Je me suis détournée, retenant mes larmes, mais les flashs de dizaines de téléphones m'ont suivi. Mon frère cadet, Benoît, l'héritier présomptif, m'a regardé avec quelque chose entre la pitié et la victoire. « Léa, pars », a-t-il murmuré. « Tu aggraves la situation. » Aggraver la situation? Comme si j'avais commencé tout ça. J'ai attrapé ma pochette, ignoré les murmures et traversé la foule. Dehors, la neige tombait doucement, étouffant le bruit de la ville. Je me tenais là dans le froid, le souffle tremblant, la joue brûlante, le mascara dégoulinant sur mes gants. Cette gifle n'était pas seulement peau contre peau. C'était 34 ans de ressentiment condensés en un acte brutal. Je n'avais jamais voulu l'empire de mon père, seulement son respect. Et maintenant, devant 200 personnes, il avait fait en sorte que le monde sache que je n'étais plus une Duval. J'ai appelé un taxi, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les notifications explosaient. Un article, « Papa milliardaire gifle sa fille », était déjà en vogue. Au moment où je suis rentrée chez moi, la vidéo comptait des millions de vues. Ma honte était maintenant un contenu viral. J'ai fermé la porte de mon appartement à clé, me suis effondrée sur le sol et j'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit rauque. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, la marque qui se formait le long de ma mâchoire, et je me suis murmuré, « Tu es libre maintenant. Tu es libre. » Mais je n'y croyais pas. Pas encore, car la liberté ne devrait pas se sentir si vide. Cette nuit-là, alors que la neige s'accumulait dehors, je ne savais pas que ma vie entière, mon nom même, était construite sur la tragédie de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, lorsque quelqu'un a frappé à ma porte, ce n'était ni la presse ni mon père implorant le pardon. C'était quelque chose de bien plus incroyable. Au début, j'ai cru que c'étaient les journalistes. Les coups sur ma porte étaient nets et réguliers, 3 coups précis qui faisaient trembler mon café dans la tasse. J'ai hésité, le cœur encore meurtri par le chaos de la nuit dernière. Mademoiselle Duval. Une voix de femme a appelé, calme et professionnelle.
Nous sommes ici au nom de votre père biologique. J'ai figé. Père biologique? J'ai ouvert la porte de quelques centimètres. Devant moi se tenaient 3 personnes qui semblaient sorties tout droit d'un drame judiciaire. Une femme grande aux cheveux parsemés d'argent soigneusement attachés, flanquée de 2 hommes en costumes impeccables. La femme m'a tendu une carte de visite. Judith Chevalier, associée principale. Chevalier et Dubois LLP. Pouvons-nous entrer, mademoiselle Duval, a-t-elle demandé doucement. Cette conversation ne se tient pas dans un couloir. J'ai hésité, puis je me suis écartée. Mon appartement, petit, encombré de fournitures artistiques et de projets inachevés, a soudainement ressemblé à un confessionnal. Judith s'est assise à ma table de cuisine, croisant les mains. Mes collègues sont Monsieur Lacroix et Monsieur Chêne. Nous représentons Monsieur Magnus Leroy. Le nom ne me disait rien. Qui? Elle a inspiré lentement. Votre père biologique, mademoiselle Duval. Il vous cherche depuis 35 ans. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai ri, mi-incrédulité, mi-hystérie. Vous vous trompez de personne. Mon père est Richard Duval, malheureusement, toujours bien vivant et criant aux nouvelles. Judith a échangé un regard avec le jeune homme. Il a ouvert une mallette en cuir et a soigneusement posé un dossier fin sur la table. Mon nom, Léa Duval, était soigneusement imprimé sur la languette. Ce dossier, a dit Judith en le faisant glisser vers moi, contient des dossiers du service de police de Nantes. Une affaire d'enfant disparu, 1er juin 1990, nourrisson de 6 mois. Non, Léa Leroy. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Ce n'est pas moi. Les yeux de Judith se sont adoucis. Votre ADN dit le contraire. Je l'ai fixé, attendant la chute qui n'est jamais venue. Puis elle a sorti une photographie. Un jeune couple souriant dans un parc tenant un bébé enveloppé dans une couverture jaune. L'homme avait les cheveux foncés et les yeux verts. La femme avait mon sourire exact. Ceci a été pris 2 semaines avant l'enlèvement, a dit Judith doucement. Le bracelet au poignet du bébé vous semble-t-il familier? J'ai baissé les yeux sur mon propre poignet. Le petit bracelet en argent que je portais depuis l'enfance, gravé d'une petite locomotive, scintillait dans la lumière du matin. Mon souffle s'est coupé. Non, ai-je murmuré. Mon père m'a donné ça. Il a dit que c'était un héritage familial. La voix de Judith s'est adoucie, presque maternelle. C'était juste pas la famille de lui. Quelque chose en moi s'est brisé. La pièce a semblé se replier sur elle-même, et je me suis effondrée sur la chaise. Mon père, l'homme qui m'a giflé, m'a renié, n'était pas mon père du tout. Et les gens que j'avais appelés famille, avaient construit toute ma vie sur un mensonge. Judith a ouvert le dossier complètement maintenant, ses doigts manucurés se déplaçant avec une précision chirurgicale. Page après page a glissé sur ma table de cuisine, rapports, photographies décolorées, coupures de journaux. Ceci est le dossier officiel de l'enlèvement de Léa Leroy. Le 14 juin 1990, a-t-elle commencé. Vous avez été enlevé au parc de la Beaujoire à Nantes, alors que votre nounou était distraite par une femme qui demandait son chemin, j'ai pressé une main tremblante sur mes lèvres. C'est fou. Ma mère Vivien, elle n'aurait pas pu. Vivien Duval, a interrompu Judith doucement. Correspond au portrait robot vieilli de la suspecte que la police avait il y a 35 ans. Le FBI a rouvert l'affaire il y a 3 mois après qu'une correspondance ADN soit apparue dans une base de données généalogiques. Cette correspondance, c'était moi. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma voix s'est brisée. Vous dites qu'elle m'a kidnappée? Oui, a dit Judith doucement. Elle et votre mari, Richard Duval, ont falsifié des documents d'adoption par le biais d'une agence fermée au Mexique. Ils ont payé un employé pour antidater tout. Le jeune avocat, Monsieur Chêne, a ouvert un dossier séparé et a produit un acte de naissance. Mon acte de naissance, pas celui auquel j'avais cru toute ma vie. Votre mère biologique était Éléonore Leroy, une enseignante. Votre père, Magnus, est un ingénieur aérospatial. Il a passé les 3 dernières décennies à construire l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable en France et à vous chercher.
J'ai regardé la photo que Judith a fait glisser à côté de Magnus et Éléonore devant une petite maison, tenant un bébé. Mon moi bébé. Ma poitrine s'est serrée comme si une bande était serrée autour de mes côtes. Je ne comprends pas, j'ai murmuré. Pourquoi moi? La voix de Vivien a résonné dans ma mémoire. Après 3 fausses couches, je pensais que je ne serais jamais mère. Les mots ont frappé différemment maintenant. Judith a continué, votre nounou de l'époque, Maria Santos, a avoué sur son lit de mort qu'elle avait été payée 50 000 € pour ne pas regarder pendant 5 minutes. Elle pensait que c'était une adoption privée, pas un enlèvement. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle était trop terrifiée pour se manifester. J'avais des nausées. Je voulais crier, nier tout. Mais la preuve était là, nette, chronologique, indéniable. Monsieur Lacroix, l'avocat le plus âgé, a parlé pour la première fois, sa voix aimable, mais ferme. Monsieur Leroy n'a jamais perdu espoir. Il a mis à jour son testament chaque année, laissant une place à sa fille au cas où elle serait retrouvée un jour. Leia, cette fille, c'est vous. Le silence était lourd entre nous. Le patrimoine de Monsieur Leroy est évalué à plus de 2 milliards d'euros, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Il ne se soucie pas de l'argent. Il veut juste revoir son enfant. Les larmes ont monté à mes yeux. Je ne savais pas si elles venaient du choc, du chagrin ou de la compréhension soudaine que toute mon existence, chaque anniversaire, chaque photo, avait été la tragédie de quelqu'un d'autre. La voix de Judith s'est adoucie. Il attend en bas, Leia. Si vous êtes prête, il aimerait vous rencontrer. Mon cœur s'est arrêté. Il est là. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Mon souffle était superficiel, irrégulier. Mon esprit ne cessait de répéter une phrase encore et encore. Il attend en bas. Judith est restée silencieuse, me laissant de l'espace pour digérer. Le tic-tac de l'horloge sur mes murs semblait assourdissant. J'ai essuyé mes joues, pris une inspiration tremblante et j'ai finalement murmuré, « D'accord, je vais le rencontrer. » Nous avons pris l'ascenseur en silence. Mon reflet dans les portes métalliques semblait pâle, inconnu, comme une étrangère portant mon visage. Quand les portes se sont ouvertes, la lumière du matin a inondé, presque aveuglante. Debout près de l'entrée de l'immeuble, se tenait un homme en manteau gris foncé, grand, posé, mais avec des yeux qui portaient 35 ans de perte. Ses cheveux argentés scintillaient faiblement sous les lumières du hall. Quand il m'a vu, il s'est figé, et un instant, j'ai vu les mêmes yeux verts qui me regardaient sur la photo à l'étage. Il ne s'est pas précipité vers moi. Il a simplement murmuré, « Leia ?» Ma gorge s'est nouée. Je crois que oui, ai-je réussi à dire, les larmes coulant déjà sur mon visage. Il a fait un pas hésitant en avant, la voix tremblante. Tu l'as toujours, le bracelet? J'ai baissé les yeux. Le petit train argenté brillait doucement à mon poignet. C'est toi qui m'as donné ça, ai-je demandé, ma voix se brisant. Sa réponse fut juste un signe de tête. Et puis, ta mère l'a choisi. Elle a dit que tu aimerais le son des trains. Il a couvert sa bouche d'une main, essayant de contenir un sanglot. Pour un homme qui avait bâti un empire, il semblait d'une fragilité absolue. J'ai porté celui assorti tous les jours, a-t-il dit. Chaque jour, espérant te revoir porter le tien. Je n'ai même pas réalisé que j'avais bougé avant de me retrouver devant lui. Quand ses bras m'ont entouré, quelque chose en moi s'est brisé. Il sentait légèrement le cèdre et la pluie, comme la maison, une maison que je n'avais jamais connue, mais qui m'avait toujours manqué d'une manière ou d'une autre. Pour la première fois depuis cette nuit affreuse, je me suis sentie en sécurité. Nous sommes restés là longtemps, juste à respirer. Quand nous nous sommes finalement séparés, il a essuyé ses yeux, souriant à travers les larmes. Ta mère, elle aurait aimé te voir. Elle est décédée il y a 5 ans, mais elle n'a jamais cessé de croire que tu étais en vie. Les mots m'ont frappé plus fort que la gifle de la nuit dernière. Elle est partie, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Mais elle t'a laissé quelque chose. Des lettres, des journaux intimes, même la chambre d'enfant qu'elle a gardée intacte toutes ces années. Un sanglot a échappé à ma gorge. Elle a gardé ma chambre. Elle a refusé de me laisser la repeindre, a-t-il dit,
la voix tremblante d'amour et de chagrin. Chaque anniversaire, elle y laissait un petit cadeau. Elle disait qu'un jour tu rentrerais à la maison pour les ouvrir. J'ai couvert mon visage, pleurant dans mes paumes. Tout ce que j'avais perdu. Tout ce que je n'avais jamais su m'attendait depuis le début. Ce matin-là, dans les bras du père que je n'avais jamais rencontré, j'ai enfin compris que parfois la famille n'est pas celle qui t'élève, c'est celle qui ne cesse jamais de te chercher. 2 semaines plus tard, le monde qui s'était effondré autour de moi s'est brisé à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas ma vie qui était détruite. C'était la leur. J'étais assise dans la voiture de Magnus, garée en face du Ravenswood Country Club, le même endroit où mon père, Richard Duval, j'avais toujours du mal à l'appeler autrement, jouait au golf tous les mardis. Mon téléphone a vibré avec un message de Judith. Ça arrive. Reste dans la voiture. À l'intérieur du club, les rires résonnaient de la terrasse. Je l'ai vue, impeccable comme toujours, portant son polo blanc impeccable, riant avec ses partenaires d'affaires comme si rien ne s'était passé. Vivien se tenait à ses côtés, son chapeau de soleil juste comme il faut, sirotant son mimosa. À chaque centimètre, l'image du contrôle. Puis les voitures du FBI sont arrivées. Les portes ont claqué. Des agents en veste bleue sont sortis. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le sourire de Richard Duval disparaître. Il s'est tourné, la confusion clignotant, puis la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié, reculant alors que 2 agents s'approchaient. Richard Duval. Vivien Duval. Vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Leia Leroy il y a 35 ans. L'un d'eux a dit, la voix ferme et assez forte pour que la foule l'entende. Des halètements ont parcouru la terrasse. Les golfeurs se sont figés en plein swing. Les téléphones sont sortis, enregistrant tout, la justice poétique en temps réel. C'est insensé, a hurlé Richard, sa voix se brisant alors qu'il lui prenait les poignets. Je l'ai élevée. C'est ma fille. Non, ai-je murmuré depuis la voiture, regardant à travers la vitre. Vous m'avez volé. Vivien a commencé à sangloter, le mascara coulant sur ses joues. Nous voulions juste un enfant, a-t-elle pleuré, comme si cela pouvait effacer 35 ans de tromperie. Je l'aimais, mais l'amour construit sur des mensonges reste une cage. Quand ils les ont conduits aux voitures, les mêmes mondains qui avaient autrefois enregistré mon humiliation ont maintenant capturé leur chute. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que le voir traîner me noter réparerait quelque chose en moi. Ça n'a pas été le cas. Je me suis sentie seulement vide. Magnus s'est penché, posant doucement une main sur la mienne. Tu n'as pas besoin de regarder, a-t-il dit doucement. Je le dois, ai-je murmuré. Ils vous ont pris 35 ans et à moi aussi. Je dois voir comment ça se termine. Les yeux de Richard m'ont trouvé à travers la foule alors qu'il était poussé à l'arrière de la voiture de police. Pour la première fois, il n'y avait ni colère, ni supériorité, seulement quelque chose de proche du regret. Ses lèvres ont formé les mots « Je suis désolé ». Je me suis détourné. Le monde saurait maintenant. Chaque journal, chaque chaîne, la parfaite famille Duval n'était rien d'autre qu'une histoire cousue de mensonges et de peur. Cette nuit-là, alors que les gros titres flamboyaient, couple milliardaire arrêté pour enlèvement vieux de plusieurs décennies, je me suis assise dans mon appartement, fixant mon reflet. Je n'étais plus Leia Duval. J'étais Leia Éléonore Leroy. Et pour la première fois, ce nom ne me semblait pas étranger. Il me semblait être la vérité. Lorsque les audiences du tribunal ont commencé, mon monde est devenu un flou de gros titres et de témoignages. Chaque chaîne voulait une interview. Chaque magazine voulait une photo. Mais tout ce que je voulais, c'était le silence et des réponses. Magnus a refusé toutes les offres d'exploiter l'histoire. Nous ne vendons pas la douleur, a-t-il dit simplement. Au lieu de cela, il m'a ramené à la maison, non pas à son manoir ou au siège de son entreprise, mais à une modeste maison de 2 étages surplombant la côte bretonne. C'est ici, a-t-il dit doucement en ouvrant la porte d'entrée, que votre mère attendait. Au moment où je suis entrée, l'air a changé. Le parfum de la vieille lavande et du sel de l'océan a rempli l'espace. Tout était figé dans le temps, le papier peint floral, le cheval à bascule dans le coin,
même une photo décolorée d'une petite fille avec un bracelet en argent scotché au réfrigérateur. Mes mains tremblaient alors que Magnus me tendait une petite boîte en bois. Le loquet a grincé quand je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes, toutes adressées en écriture délicate à « Ma Leia pour quand tu rentreras à la maison ». Je ne pouvais pas respirer. Mes genoux ont faibli. La première lettre était datée du 14 juin 1990, le jour où j'ai été enlevée. Ma douce fille, si jamais tu trouves ceci, sache qu'il ne se passe pas un jour sans que je croie que tu es toujours là. Quand j'entends un sifflement de train, je t'imagine rire. Quand la pluie frappe la fenêtre, je t'imagine dormir en sécurité quelque part. Les larmes ont éclaboussé la page. Ma vision s'est brouillée en lisant la suivante. Ton père t'a construit un coffre à jouets. Il est toujours dans ta chambre. Il le polit chaque année pour ton anniversaire. Nous ne cessons jamais de te célébrer. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai sangloté profondément, des sanglots douloureux qui venaient d'un endroit que les mots ne pouvaient atteindre. Magnus s'est agenouillé à côté de moi, ses propres larmes coulant silencieusement. Elle était extraordinaire, a-t-il murmuré. Quand la police nous a dit que la piste était froide, elle a refusé d'abandonner. Chaque année, elle envoyait une photo de nous au centre pour enfants disparus. Elle disait, si elle nous voit un jour, elle saura où est sa maison. J'ai regardé autour de la pièce. Les murs de la chambre d'enfant étaient toujours peints en jaune pâle. Sur l'étagère se trouvait une rangée de petits livres, leur dos fissuré par des années d'attente. J'ai manqué toute sa vie, ai-je dit, la voix brisée. Magnus a secoué doucement la tête. Elle ne voudrait pas que tu penses comme ça. Tu es ici maintenant. C'est tout ce qui compte. Je suis revenue aux lettres, les lisant une par une jusqu'à ce que la lumière extérieure diminue. Chacune était un battement de cœur, chaque mot un pont jeté à travers le temps et le chagrin. Et pour la première fois, le trou en moi, celui creusé par les mensonges et la perte, a commencé à se sentir un peu moins vide. Parce que même si ma mère était partie, son amour m'attendait depuis le début. Les semaines ont passé et la vie est devenue un étrange mélange de liberté et de deuil. Les médias sont passés au scandale suivant, mais je vivais toujours dans les cendres de deux vies, Leia Duval, la fille du privilège et de la cruauté, et Leia Éléonore Leroy, l'enfant qui avait été volé, aimé et perdu. Le tribunal m'a convoqué pour témoigner lors du procès de Richard et Vivien. Judith a dit que je n'avais pas à les affronter, mais je savais que je devais le faire. La clôture ne vient pas du silence. Elle vient de la confrontation. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, tous les regards se sont tournés. Richard était assis à la table de la défense, ses cheveux argentés parfaitement peignés, mais l'arrogance avait disparu. Vivien semblait plus petite d'une certaine manière, ses mains tremblantes sur ses genoux. Le juge m'a appelé, mes talons résonnant sur le sol poli. « Déclinez votre nom pour le compte rendu », a dit le greffier. J'ai pris une profonde inspiration. Leia Éléonore Leroy. Pendant un instant, la salle est restée immobile. Les yeux de Richard se sont levés vers moi, un éclair d'incrédulité, peut-être même de honte. Mademoiselle Leroy, a commencé le procureur. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous vous souvenez de votre éducation ? J'ai avalé difficilement. On m'a dit que l'amour venait avec des conditions, ai-je dit, ma voix tremblante au début, mais devenant plus forte. Que le succès signifiait l'obéissance. Que l'affection devait être gagnée. Je ne réalisais pas avant maintenant. Rien de tout cela n'était de l'amour. C'était du contrôle. La mâchoire de Richard s'est serrée. Vivien a commencé à pleurer doucement, murmurant « Je suis désolée, Leia ». Je me suis tournée vers elle. Mon nom est Leia. Le procureur m'a fait signe de continuer. Je pensais que l'approbation de mon père était la seule chose qui importait, ai-je dit, la gorge serrée. Mais maintenant je comprends que l'amour qui détruit l'esprit de quelqu'un n'est pas de l'amour du tout. Vous ne m'avez pas élevée. Vous m'avez appris à avoir peur de vous décevoir. Les larmes ont brouillé ma vision. Mais vous n'avez pas pu effacer qui j'étais vraiment. Même après tout, la vérité m'a trouvée. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement des touches de la sténographe. Richard s'est levé soudainement, ignorant la main de son avocat sur son bras.
Je voulais te donner une vie, a-t-il crié. Meilleure que celle que tu aurais eue. Le marteau du juge a claqué. Monsieur Duval, asseyez-vous. Mais je n'ai pas tressailli. J'ai croisé ses yeux, les mêmes yeux qui m'avaient autrefois regardé avec dégoût et j'ai dit doucement, vous ne m'avez pas donné la vie. Vous l'avez volée. Son visage s'est froissé. Il s'est rassis, vaincu. Quand j'ai quitté la salle d'audience, l'air froid extérieur m'a frappé comme un vent purificateur. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Magnus attendait près des marches, tenant un manteau chaud ouvert pour moi. Tu as bien fait, a-t-il dit doucement. Non, ai-je murmuré en prenant son bras. J'ai enfin fait ce qu'il fallait. Pour la première fois, je ne fuyais pas mon passé. Je lui faisais face et marchais vers quelque chose de réel. Cela fait 6 mois depuis le verdict. Richard et Vivien ont été reconnus coupables de multiples chefs d'enlèvement, de fraude et d'obstruction. Ils passeront le reste de leur vie derrière les barreaux. 2 personnes qui ont bâti leur empire sur la tromperie, maintenant confinées par leurs propres mensonges. Les nouvelles ont appelé ça le scandale Duval du siècle. Mais pour moi, ce n'était pas un scandale. C'était une libération. J'ai vendu mon appartement à Paris. Je ne pouvais plus supporter la ville. Chaque coin chuchotait le fantôme de qui j'étais. Magnus m'a offert tout ce que je voulais, une maison, une fiducie, même un siège au conseil d'administration de son entreprise. Mais je lui ai dit non. J'ai besoin de construire quelque chose moi-même, ai-je dit, quelque chose d'honnête. J'ai donc rouvert un atelier à Nantes, la ville où tout a commencé. Je l'ai appelé « Les mains d'Éléonore », d'après la mère qui n'a jamais cessé de croire que je reviendrais. L'espace sentait à nouveau la sciure de bois et le vernis, comme avant. Mais cette fois, ce n'était pas une évasion. C'était un hommage. Parfois, Magnus vient me rendre visite. Il s'assoit tranquillement, me regardant restaurer des pièces antiques, redonnant vie à des choses que le temps avait oubliées. Tu tiens ça d'elle, m'a-t-il dit un jour en souriant. Éléonore réparait tout. Les jouets cassés, les chaises cassées, les cœurs brisés. Chaque soir avant de fermer, j'allume une bougie à côté de la boîte de lettres d'elle. J'ai lu chacune d'elles au moins une douzaine de fois. Son écriture est devenue une carte que je suis pour retrouver la paix. Une lettre, la dernière qu'elle ait jamais écrite, se termine par ces mots, « Si jamais tu retrouves le chemin de la maison, ma chère fille, souviens-toi que ta vie n'a pas commencé avec ce qui t'a été volé. Elle commence avec ce que tu choisis de reconstruire. » J'ai mémorisé cette phrase. Elle est devenue mon mantra. Le bureau en acajou que j'ai restauré autrefois pour Richard se trouve maintenant dans mon atelier. Magnus l'a acheté lors de la vente aux enchères de la succession, insistant sur le fait qu'il devait rester là où il appartient, avec toi. Au début, je voulais le brûler. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce bureau ne le représentait pas. Il me représentait moi, la femme qui a transformé la douleur en but. Un après-midi, alors que le soleil inondait les fenêtres de l'atelier, Magnus m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait le bracelet en argent assorti, celui qu'il avait porté pendant 35 ans. Je pense, a-t-il dit doucement, qu'ils devraient être de nouveau ensemble. Je l'ai attaché à côté du mien, sentant le métal froid contre ma peau, 2 moitiés d'une promesse enfin entière. Je ne suis plus Léa Duval. Je suis Léa Éléonore Leroy. Et bien que mon histoire ait commencé par des mensonges et des pertes, elle se termine ici, dans la vérité, dans le pardon et dans le doux bourdonnement d'un atelier au bord de la mer, où chaque pièce que je restaure me donne l'impression de réparer une petite partie de moi-même. Parce que parfois, la vie que vous étiez censé vivre est celle que vous devez construire de vos propres mains.